J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La médiation américaine, l'intervention américaine, les pressions américaines, les propositions américaines, le lobbying marocain, le lobbying américain qui s'est invité ou qui se propose de trouver des solutions dans le conflit algéro-marocain a suscité ou commence à susciter la panique à Alger, notamment au sein de la classe dirigeante algérienne. Depuis que Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump dans la région du Moyen-Orient, et Jared Kushner, qui est son beau-fils et son nom, on va dire son envoyé spécial informel, chargé aussi des questions du monde arabe et du Moyen-Orient, surtout de tout l'ensemble du monde arabe, se sont exprimés publiquement sur la chaîne américaine CBS dans un magazine d'information qui s'appelle 60 minutes. Et quand ils se sont exprimés en confirmant officiellement que les États-Unis d'Amérique veulent régler le conflit algéro-marocain ou vont proposer une solution qui réglera définitivement le conflit algéro-marocain dans les 60 jours à venir, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2025, depuis que ces révélations ont été diffusées, propagées, ont été rendues publiques, il y a une panique. Disons-vous dire la vérité, une panique générale à Alger. Une panique générale où les autorités algériennes n'ont pas encore réagi officiellement. Il n'y a pas eu de réaction officielle. Mais cette panique, elle est perceptible dans le déploiement d'un certain nombre d'agents d'influence ou d'agents attitrés non officiels du régime algérien qui ont été dépêchés sur la scène médiatique pour leur demander de faire des mises au point, de réagir à ces révélations, de réagir à ces annonces faites par les deux responsables américains, sachant encore une fois que Jared Kushner, je le rappelle, il n'y a pas de poste officiel. Il avait un poste officiel qui était haut conseiller du président des États-Unis d'Amérique durant le premier mandat de Donald Trump, mais là, il n'a pas de poste officiel, mais il a gardé un poste officieux. C'est-à-dire qu'il accompagne l'administration de Donald Trump dans ses opérations de lobbying. Où il est resté le lobbyiste préféré de Donald Trump dans le monde arabe. Juste pour être très clair. Par contre, Steve Witkoff, qui s'est exprimé sur CBS News aux côtés de Jared Kushner, et il est envoyé spécial, il est nommé envoyé spécial de la Maison Blanche dans la région du Moyen-Orient. Donc, les autorités algériennes sont en panique. Pourquoi? Parce que là, les Américains disent, ce qui fait paniquer les dirigeants algériens, ce n'est pas l'intervention américaine en soi. C'est le fait que les autorités américaines affirment qu'ils vont régler le problème, qu'elles vont régler le problème pendant 60 jours. Sauf que les autorités algériennes n'ont pas envie de régler le problème avec le Maroc. Les dirigeants algériens ont été pris de court. Les autorités américaines, les Américains vont les presser. En réalité, voilà ce qui va se passer. La Maison Blanche va exercer des pressions. Donald Trump va exercer des pressions sur le régime algérien pour qu'il accepte ou non. En tout cas, il doit rendre une réponse d'ici la fin de l'année pour qu'il accepte un règlement définitif du conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. Donc, si Steve Witkoff et Jared Kushner se seraient contentés de dire nous allons proposer une médiation, nous sommes en train de négocier entre l'Algérie et le Maroc, ça n'aurait pas eu le même impact. Au contraire, une telle posture, elle aurait flatté les dirigeants algériens. Ah voilà, Donald Trump, on l'intéresse, l'Algérie, c'est une grande puissance régionale, c'est un acteur de stabilité, c'est une puissance incontournable. Pour eux, que l'intérêt de la Maison-Blanche au régime algérien est une façon de confirmer leur légitimité et leur importance sur la scène mondiale et régionale. Sauf que les Américains n'ont pas fait ça. Les Américains étaient très malins. Ils ne s'intéressent pas au régime algérien comme ils ne s'intéressent pas au régime marocain en tant que deux entités géopolitiques qui existent dans la région. Ce qui les intéresse, c'est d'imposer un accord de paix qui protège leurs intérêts et qui protège les intérêts de leurs alliés et qui confirme que les États-Unis d'Amérique sont le véritable gendarme du monde et ce sont eux qui sont capables de ramener la paix et de garantir la paix mondiale. Donc c'est pour ça que les Américains, ça les intéresse pas de parler au régime algérien en tant que régime algérien. Ça les intéresse de régler le problème entre deux pays importants dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord, qui sont l'Algérie et le Maroc. C'est le fait, la posture qui dérange les dirigeants algériens et qui a suscité la panique
et qui vraiment on va dire, qui les inquiète fortement, c'est que les Américains vont les presser, vont essayer de les obliger. Ça va commencer, bien sûr, les Américains vont pas les mettre le couteau sur la gorge des dirigeants algériens, mais on connaît comment ça se passe le lobbying. La pression américaine ne va pas se faire par la menace et le chantage ou l'intimidation. En tout cas, pas dans une première étape. Ça va commencer par des efforts de persuasion. Les dirigeants américains, les autorités américaines vont tenter de persuader les dirigeants algériens et les dirigeants marocains de se réconcilier et d'accepter un accord de paix. Cette posture a suscité la panique. Pourquoi? Parce que s'il y a paix, si le régime algérien fait la paix avec le Maroc, il perd son principal outil de propagande. Il perd son principal épouvantail qu'il utilise depuis 2021 pour terrifier la population, pour justifier l'augmentation des budgets militaires, pour justifier la persécution généralisée, pour justifier le climat de terreur politique dans lequel il a plongé le pays. En réalité, les dirigeants algériens, aujourd'hui, quand on voit la réaction de certains de leurs intellectuels ou de certaines personnalités politiques et médiatiques liées au régime algérien directement ou indirectement, la réaction de la presse algérienne affiliée au régime algérien, ces réactions-là témoignent d'un désarroi, puisque si on fait la paix avec le Maroc, on n'aura plus d'ennemis, on n'aura plus d'ennemis extérieurs. Comment on va persécuter la population algérienne? Comment on va justifier les 25 milliards de dollars qu'on doit donner à l'armée chaque année? Comment on va diaboliser les opposants établis à l'étranger? Si on fait la paix avec le Makhzen, c'est le qualificatif utilisé pour désigner le régime marocain. Si on fait la paix avec le Makhzen, on ne pourra pas insulter Abdou Samma ou la Ahmed Dezed ou la Ben Sdira. Maintenant, il est accusé. Même Ben Sdira, parce qu'il c'est un agent du Makhzen. Ou la Mohamed Sifaï ou les autres. Le régime algérien va perdre tous ses arguments. Il va perdre sa principale carte. Le Maroc, il est devenu malheureusement pour le régime algérien la principale carte de politique intérieure, à savoir un élément de langage précieux pour justifier la répression, la dictature, la sécurité, la militarisation de la vie politique et les dépenses militaires excessives et l'attribution de budget public excessif. C'est cette hostilité avec le Maroc, c'est cette animosité avec le Maroc qui est devenue un élément constitutif de la légitimité même du pouvoir algérien. Donc le pouvoir algérien, les Américains veulent nous empêcher, veulent nous réconcilier avec le Maroc. Ils sont, entre guillemets, dans la merde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le régime algérien tente de se défaire. Il est dans un piège, comme on l'a dit hier. Il tente de sortir de ce piège. Comment? Malheureusement, la propagande ou on va dire, les premiers récits médiatiques et politiques qui sont en train d'être diffusés depuis 24 heures pour répondre à ces propositions, à ces pressions américaines, à ce plan américain de paix entre le Maroc et l'Algérie, révèlent des incohérences encore plus profondes qui dévoilent elles-mêmes ou qui confirment plutôt qu'il y a un véritable vent de panique à Alger. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces dernières 24 heures, plusieurs anciens diplomates, des titres de la presse algérienne, TS1, Khabar, Chourouk, Patri News, et des anciens diplomates, sans citer leur nom, des journalistes intellectuels liés directement au régime. Ils vivent à Alger, qui sont liés et qui sont utilisés régulièrement par des officiers du régime pour défendre la feuille de route du régime. Ces figures, elles disent quoi? Elles disent, mais non, les Américains n'ont rien compris. Ah, maintenant les Américains n'ont rien compris. Ah oui, les Américains n'ont rien compris. Il n'y a pas de problème, c'est pas avec l'Algérie qu'il faut négocier, c'est avec le Polisario. C'est pour ça qu'ils ont demandé au Polisario de faire une offre de négociation directement au secrétaire général des Nations Unies, qui le Polisario propose de négocier directement avec le Maroc. Maintenant, le régime algérien, il essaie de trouver un subterfuge pour convaincre les Américains de faire la paix entre le Polisario et le Maroc, pas la paix entre l'Algérie et le Maroc. Ah, maintenant, les dirigeants algériens, nous n'avons pas de problème avec le Maroc. La question du Sahara occidental, c'est un problème de l'ONU. C'est à l'ONU de le résoudre. L'ONU n'est pas capable de le résoudre. Comme les Américains, c'est le pilier comme les États-Unis d'Amérique, c'est le pilier de l'ordre mondial. C'est aux États-Unis de s'interposer, mais entre le Maroc et le Polisario. Pas entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie n'est pas concernée. L'Algérie ne fait que soutenir un principe du droit international qui est le principe de l'autodétermination des peuples qui sont colonisés ou l'autodétermination des populations des territoires classés non autonomes ou en processus de décolonisation par les Nations Unies.
Ah, maintenant, on n'est pas partie prenante. Regardez la magie de la manipulation des dirigeants algériens. Ah, on n'est pas partie prenante, c'est uniquement entre le Maroc, etc. Nous avons d'autres problèmes avec le Maroc qui ne nécessitent pas une intervention américaine. C'est des problèmes entre nous qui n'ont pas de relation avec le Sahara occidental et qui ont des relations avec la politique interne, la politique externe du Maroc ou de l'Algérie, qui ont des problèmes de voisins. On n'a pas envie de les régler, on n'est pas pressé de les régler. Voilà. Le problème, les Américains, on les invite à se concentrer que sur le Sahara occidental. Regardez les inconvénients. Puisque tu dis, je parle à celui ou à celle qui adopte ce discours, qui adopte cette posture. Puisque vous disiez, je peux même parce qu'ils sont plusieurs, puisque vous adoptez ce discours, bah on vous apprend que ce discours ne va pas convaincre les Américains. Les Américains sont pas cons. Là, c'est pas les Tunisiens de Kais Saïd, ou les Mauritaniens, ou les Mozambicains, ou avec tout le respect que j'ai pour l'Union, c'est pas l'Union africaine, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Tout le monde sait que le problème du Sahara occidental oppose l'Algérie au Maroc. On le sait notamment depuis quand? Depuis la revue d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a fait de la cause du Sahara occidental une cause sacrée. C'est lui qui a algérianisé la cause du Sahara occidental. C'est lui, attendez, tu me dis, puisque je parle de celui, quand j'utilise le tu, je disais cet interlocuteur qui veut convaincre les Américains qu'il faut une médiation entre le Maroc et le Polisario. Il n'y a pas de nécessité de faire une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Alors, puisque l'Algérie n'est pas partie prenante de ce conflit, pourquoi l'Algérie a provoqué une crise diplomatique et politique très dure avec l'Espagne de 2022 à 2024, quand l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara occidental, quand l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pourquoi on s'est disputé avec les Espagnols? Pourquoi on a boycotté l'Espagne? Pourquoi on a arrêté un traité d'amitié de bon voisinage avec l'Espagne? Pourquoi on a on a rappelé notre ambassadeur et on a bloqué les échanges commerciaux avec l'Espagne depuis 2 ans? Durant 2 ans. Ça a été rétabli juste à la fin de dernier trimestre de l'année 2024. T'es pas partie prenante du conflit du Sahara occidental. Alors pourquoi ça devrait te toucher ou t'émouvoir, ou ça devrait te perturber que l'Espagne, ancienne puissance occupante du Sahara occidental, considère que le Sahara occidental comme marocain? Normalement, c'est l'ONU. C'est à l'ONU de réagir. Pourquoi tu as réagi à la place de l'ONU? Deuxièmement, pourquoi tu as provoqué une crise avec la France? De juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui, nous avons une grave crise avec la France, essentiellement parce que la France a fait comme l'Espagne, elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On a rappelé notre ambassadeur, on s'est disputé avec les Français, on les a insultés, on les a dénigrés, on a voulu bloquer les intérêts économiques. Ensuite, il y a eu d'autres épisodes qui ont émergé dans le feuilleton de la crise algéro-française, mais ça a commencé à cause du Maroc, du Sahara occidental. Donc, puisque tu n'es pas partie prenante, puisque tu dis que c'est le Polisario qui doit réagir, c'est pas le Polisario qui a rappelé son ambassadeur en France, c'est l'Algérie. C'est pas le Polisario qui a voulu bloquer les entreprises françaises et les échanges, et qui a boycotté le blé français, c'est l'Algérie. Donc, comment tu n'es pas partie prenante, mais tu enclenches et tu déclenches une crise importante avec la France à cause du Maroc et du Sahara occidental. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas une partie prenante, les Américains ne sont pas cons. Cet argument, je ne suis pas une partie prenante, n'a pas de sens. Tu as provoqué 2 graves crises diplomatiques et géopolitiques avec tes 2 puissances européennes à cause du Maroc et du Sahara occidental. Les Émirats arabes unis, on leur reproche quoi? Le principal reproche qu'on fait aux Émirats, d'être pro-marocain. Pourquoi? Parce que les Émirats sont en train d'investir à Dakhla, au Sahara occidental, pour faire des pôles. Ils sont en train d'équiper les Marocains pour leur permettre de se développer, de s'implanter jusqu'à l'éternité au Sahara occidental. Et donc pourquoi, là, si tu n'es pas partie prenante, pourquoi ça te dérange que les Émiratis investissent et soient pro-marocains? Quand, paradoxalement, tu es l'ennemi des Émirats, mais tu es l'ami du Qatar. Le Qatar, il reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le Qatar chante jour et nuit que le Sahara occidental est marocain, etc. Pourtant, tu es leur ami, mais tu es l'ennemi des Émirats et l'ennemi de la France, et tu as été l'ennemi de l'Espagne, et maintenant tu te réconcilies avec l'Espagne. Et d'ailleurs, le motif de réconciliation avec l'Espagne, comme le régime algérien l'avait perdu, comme le régime Tebboune il a perdu la face à l'Espagne, il n'a rien obtenu, l'Espagne n'a pas changé d'un iota sa position, pour justifier le retour à la normalisation, pour justifier auprès de l'opinion publique algérienne et internationale, le retour à la normalisation des relations entre l'Espagne et l'Algérie, le régime Tebboune a dit, parce que Pedro Sanchez, en septembre 2024, dans un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies,
il a montré de la souplesse, il a montré une certaine distance vis-à-vis de la position marocaine concernant le Sahara occidental. Donc tu utilises encore le Sahara occidental pour justifier un retour vers les relations, un retour vers la normalisation des relations avec l'Espagne. Donc le Sahara occidental est pour l'Algérie une cause sacrée, une cause nationale. Quel est le pays qui invite régulièrement Brahim Ghali, président autoproclamé du pays autoproclamé République arabe sahraoui démocratique, qui n'est pas reconnu par toutes les instances internationales, mais qui est reconnu par exemple par l'Union africaine. Est-ce que Brahim Ghali est accueilli 3 fois ou 4 fois par an par les autres pays africains ou les autres pays arabes ou les autres pays de la région? Jamais de la vie. Tebboune rencontre Brahim Ghali 3 fois, 4 fois par an. Donc, comme tu ne peux pas dire aux Américains que tu n'es pas une partie prenante du conflit, tu as déclenché, tu as fait du Sahara occidental ta boussole, une cause sacrée. Allez, la différence entre le régime, ça c'est à l'époque de Bouteflika, c'était pas une cause sacrée. À l'époque de Bouteflika, l'Algérie était intelligente. Elle n'était pas partie prenante du conflit. Bouteflika, quand il disait c'est avec l'ONU, oui, c'est vrai que l'Algérie abritait le Polisario, c'est vrai qu'elle abritait les instances de la RAST, c'est vrai qu'elle accueille, qu'elle finançait, elle armait le Polisario, mais elle n'a pas fait de la cause sahraoui une cause sacrée. Elle ne s'est pas disputée avec tous les autres pays du monde qui n'étaient pas d'accord avec elle. Le régime Tebboune, il a fait le contraire. Le régime Tebboune considère la cause palestinienne et la cause sahraoui comme les deux causes sacrées de la diplomatie algérienne. Il n'y a pas un jour, puisque l'Algérie n'est pas partie prenante. Ok, alors on va partir du principe, l'Algérie n'est pas partie prenante. Pourquoi la télévision publique, étatique algérienne, les radios, les médias algériens parlent chaque jour du Sahara occidental? Chaque jour. Il y a pas que l'Algérie qui soutient le principe de l'indépendance du Sahara occidental. Mais est-ce que les autres pays qui soutiennent le Polisario ou ce principe d'autodétermination de l'indépendance du territoire, qui est le Sahara occidental, est-ce qu'ils font autant que l'Algérie pour la cause du Sahara occidental? Est-ce que l'Afrique du Sud, qui soutient le principe d'autodétermination, accueille régulièrement Brahim Ghali? Est-ce que la télévision sud-africaine, est-ce que les partis politiques sud-africains, est-ce que l'Afrique du Sud, elle a rompu ses relations avec un pays comme la France ou l'Espagne, ou les États-Unis d'Amérique, ou la Grande-Bretagne, ou d'autres qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Pas du tout. Ils soutiennent, pour eux, c'est une cause juste, le droit international doit s'appliquer. Mais pour l'Algérie, ce n'est pas une question de droit international, c'est une question c'est devenu une affaire sacrée. C'est devenu une constance de la politique nationale. Donc les Américains ne sont pas cons. Tu peux pas leur dire, ah, t'es pas partie prenante. Bon, tu n'es pas partie prenante. T'as entamé beaucoup de crises. On ne va pas échapper aux Américains, on ne va pas échapper aux pressions américaines en leur disant, non, on n'est pas partie prenante. Ils ne sont pas cons. Ils savent tous, tout le monde, toute la communauté internationale sait que malheureusement, le problème du Sahara occidental est un problème entre l'Algérie et le Maroc. Parce que le régime Bouteflika aurait pu se défendre intelligemment, on aurait pu dire. D'ailleurs, les Américains n'ont jamais fait pression sur le régime Bouteflika concernant la question du Sahara occidental. Il y avait des pourparlers, des négociations, des approches. Mais il n'y a jamais eu, les Américains n'ont jamais fait de pression sur l'Algérie parce qu'ils savaient que l'Algérie avait une position intelligente. C'est une cause juste, nous la soutenons. C'est tout. Mais c'est au droit international, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU de régler le problème. C'est pas le cas avec le régime Tebboune. Le régime Tebboune, il a algérianisé la cause du Sahara occidental. C'est devenu une cause algérienne. Nous avons tous les pays qui étaient pro-marocains, on a essayé de les emmerder ou de les séduire pour les éloigner du Maroc ou de leur proposer quelque chose en contrepartie pour qu'ils s'éloignent du Maroc. Et tous les pays qui étaient d'accord avec nous et pas d'accord avec le Maroc, on les a aidés, on leur a donné de l'argent, on les a invités à Alger, on les a bichonnés, etc., etc. Et les exemples sont légion. Et jour et nuit, on parle du Sahara occidental en Algérie. Jour et nuit, c'est une obsession. C'est une obsession. On en parle comme pour la cause palestinienne. Sauf que la Palestine est une cause universelle qui mobilise tout le monde. La cause du Sahara occidental, elle mobilise qui? Mis à part en Algérie, elle mobilise pas. Moi, j'ai pas vu de mobilisation. Il y a quelques associations en Espagne, quelques associations en France qui en parlent, quelques pays qui continuent de soutenir le principe, comme Cuba, le Venezuela, l'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas de mobilisation jour et nuit, il n'y a pas d'obsession. En Algérie, c'est une obsession, le Sahara occidental. C'est devenu une obsession avec le régime Tebboune. Pas avec le régime Bouteflika, on parlait du Sahara occidental, mais de façon régulée, de façon pas de façon passionnelle. En Algérie, maintenant, l'Algérie de Tebboune, c'est
Il y a des jours, il faut calculer une vingtaine de sujets dans les télévisions publiques algériennes sur le Sahara occidental. La seule télévision au monde qui affirme que le Polisario frappe et mène des actions militaires contre le Maroc, c'est la télévision algérienne. Moi, j'ai pas vu la télévision sud-africaine ou vénézuélienne ou cubaine qui rapporte régulièrement par jour des informations concernant le conflit du Sahara occidental. C'est un conflit invisible. Il est visible qu'en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il oppose l'Algérie au Maroc. Donc, qui a fait l'erreur? Maintenant, qui va... pourquoi aujourd'hui nous sommes confrontés à un échec qui est pratiquement sûr et certain? Parce que nous avons transformé une affaire géopolitique et diplomatique en une obsession nationale. Nous l'avons transformé en une cause sacrée nationale. Et comme cette cause sacrée, très peu la communauté internationale ne nous soutient pas, il faut dire la vérité, il y a une dynamique en faveur du Maroc. Pourquoi? Parce que personne ne croit à ce pays qui doit être créé. Personne ne veut créer un nouveau pays de 300 000, 400 000 habitants dont on ne peut même pas garantir la sécurité ou la stabilité. Donc, la majorité des grandes puissances de ce monde s'éloignent de cette cause qui est juste sur le plan du droit, mais qui est douteuse sur le plan du pragmatisme. Parce que dans le monde, il y a le droit et le pragmatisme. Il y a ce que dit le droit et le pragmatisme. Oui, le droit aussi demande à la Chine permet à la Chine de récupérer Taïwan. Mais est-ce qu'il faut soutenir la Chine quand elle va envoyer une armée pour récupérer de force Taïwan? Le droit aussi, il interdit à Poutine d'envahir l'Ukraine. Mais est-ce qui va dire à Poutine qui va dégager Poutine de l'Ukraine? Le droit aussi, il donne le droit. Le droit international permet aussi aux Palestiniens d'avoir un État. Mais qui peut empêcher Israël de massacrer les Palestiniens? Le droit permet beaucoup de choses. Mais il y a la réalité politique, il y a la réalité géopolitique. Le droit. Et puis, l'Algérie, elle a dépassé la posture du droit. L'Algérie ne se contente pas d'affirmer la prééminence du droit international. Puisque, je rappelle qu'au Sahara occidental, il n'y a pas eu de référendum. On ne sait pas si tous les Sahraouis veulent l'indépendance. Or, l'Algérie, par exemple, elle part du principe que ce territoire doit être indépendant. Ce que les Nations Unies ne disent pas. Les Nations Unies ne disent pas qu'il doit être indépendant, comme elles ne disent pas pour le moment qu'il faut qu'il soit marocain. Elles disent qu'il faut régler le problème. Mais c'est un problème qui a été onusien. Sauf qu'il est devenu maintenant algérien. Il est devenu algéro-marocain à cause de l'acharnement, de la brutalité, de l'obsession du régime Tebboune. On a fait du Maroc une obsession, on a fait de la marocophobie une obsession, on a pensé qu'avec le conflit du Sahara occidental, on pourrait affaiblir le Maroc, cet ennemi absolu. Là, pourquoi il faut le considérer comme un ennemi absolu, ça en reviendra sur notre sujet, parce que le régime algérien maintenant va développer d'autres arguments. Il va dire, moi je ne reproche pas au Maroc le Sahara occidental. Et on répondra à ces arguments plus tard dans une autre émission. Mais aujourd'hui, le régime algérien, il est confronté à une impasse. Il a une impasse. Tu vas pas dire, personne ne va te connaître, ni les Américains, ni les Français, même les Russes et les Chinois savent très bien que le Sahara occidental est un problème algéro-marocain. Parce que Tebboune l'a transformé en un problème algéro-marocain. Bouteflika ne l'a pas fait, ne l'a pas transformé en un problème. Bouteflika, il a eu l'intelligence de le laisser sous l'égide du droit international. L'a laissé, il a pas trop forcé sur l'algérianisation du conflit du Sahara occidental. Tebboune l'a complètement algérianisé. Il l'a complètement algérianisé. Donc si demain, la communauté internationale ne soutient pas l'indépendance du territoire, ce sera l'échec de qui? C'est l'échec de l'Algérie. Et toi, tu rentres, tu vas parier, tu mets toutes tes forces, tu as investi toutes tes forces sur ce dossier. Et depuis 4-5 ans, tu construis toute ta diplomatie, toute ta politique intérieure et extérieure sur ce dossier. Et quand tu encaisses un échec, ou quand tu t'approches de l'échec, ah non, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de l'ONU, c'est l'affaire du droit international. Moi, je ne suis pas une partie prenante. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, il faut arrêter d'insulter l'intelligence de la communauté internationale et surtout que le régime Tebboune et les dirigeants algériens doivent comprendre qu'ils ont affaire à Donald Trump. Ils n'ont pas affaire à Kais Saïd ou au président du Tchad. Donald Trump est quand même assez malin et assez intelligent pour ne pas accepter l'insulte qu'on est en train de lui faire. À savoir, on lui dit, ah non, l'Algérie n'est pas concernée, il faut négocier, c'est pour les Algériens de négocier, c'est pas à l'Algérie de négocier.